jour du Grand Direct, on l'a surnommé le Schindler juif, un homme d'affaires canadien, Steve Maman, qui réussit à racheter à l'État islamique et ses complices des esclaves yazidis, femmes et enfants, enlevés par l'organisation djihadiste. Il a même réussi à monter un réseau spécialement dédié à ces opérations de libération sur place au Kurdistan irakien. C'est là que s'est rendu notre envoyé spécial Maël Benoliel. C'est un reportage exclusif i24 News. On en parle juste après. Ce sont les chefs yézidis des villages de la région du Sinjar, au nord-ouest du Kurdistan irakien. Ils sont tous là, ou presque. Car il y a un an, quasiment jour pour jour, les djihadistes de Daesh passaient à l'offensive ici même. Le groupe État islamique prenait aux forces kurdes cette région montagneuse, berceau historique du peuple yézidi. C'était le 3 août 2014 quand Daesh a commencé à nous attaquer. Je ne voulais pas y croire. Mais pour moi, il n'a jamais été question de m'enfuir. Je resterai, quitte à mourir, mais je me tiendrai à côté de mon peuple et je combattrai. Cette bataille perdue déclenchera l'intervention de la communauté internationale et les frappes aériennes de la coalition contre les positions du groupe terroriste. Mais le mal est déjà fait, des centaines de yézidis sont massacrés pendant les combats. Plus de 7000 autres deviennent prisonniers des djihadistes de l'EI. Les hommes sont convertis de force à l'islam ou exécutés. Les femmes réduites à l'esclavage sexuel. Cette jeune maman de 2 enfants en bas âge est l'une d'entre elles. Pendant près d'1 an, elle subit les sévices des djihadistes de l'État islamique. Nous la rencontrons dans le camp de réfugiés de Kabarto, à quelques kilomètres de la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak. La jeune femme de 23 ans nous confie son calvaire. En tout, j'ai été vendue à 3 hommes différents pendant cette période. J'ai été mariée de force à l'un d'entre eux. Avec les 2 autres, j'étais leur esclave sexuelle. Pendant que j'étais violée, mes enfants, eux, se faisaient frapper. Après, je suis tombée malade. Alors ils ont décidé de me revendre à ma famille. Et c'est de cette façon que son cauchemar prend fin. Une association qui a pour but de libérer les femmes et les enfants yézidis et chrétiens d'Irak, otages de Daesh et vendus comme esclaves dans la région, donne l'argent nécessaire à sa famille. Le CYCI a été fondé par Steve Maman, un Canadien d'origine marocaine surnommé pour son action en Irak, le Schindler juif. Sfian fait partie avec d'autres de l'équipe du CYCI qui l'a rejoint il y a quelques semaines. Ce yézidi kurde était présent lors de la libération de la jeune femme et de ses 2 enfants. On ne donne aucun argent tant qu'on n'a pas parlé avec la famille. Après, on se rend avec elle pour la libération, des fois à la frontière turque, des fois à la frontière syrienne, des fois près de Mossoul. Cela fait partie des conditions du CYCI. On doit être en présence de la famille afin d'être sûr que quelqu'un a été kidnappé. Et on filme la réception, ce qui constitue la preuve du kidnapping. 130 personnes ont jusqu'ici été libérées grâce aux efforts de cette association bienveillante. Un chiffre qui malgré tout n'échappe pas à la critique, car pour certains, cette organisation serait illégitime et participerait malgré elle au financement du terrorisme dans la région. Mais pour toutes ces femmes et ces enfants rachetés à Daesh, la liberté n'a pas de prix. Voilà donc pour ce reportage exclusif dans une zone où il est particulièrement périlleux de se rendre, vous l'avez compris. On sera dans un instant en direct avec Steve Maman au Canada. Maël Benoliel, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. C'est vous qui revenez donc tout juste d'ailleurs de ce Kurdistan irakien. Alors d'abord, question précise concernant ces femmes et ces enfants yazidis que vous avez rencontrés. Vous avez ressenti ce drame, ce terrible drame qu'ont vécu ces enfants et ces femmes? Oui, écoutez, je dois reconnaître que ça a été une des séquences les plus difficiles à réaliser de ma vie, avoir en face de soi quelqu'un qui a été esclave sexuel de Daesh pendant près d'1 an.
et qui nous raconte toutes ces terribles choses. C'est très difficile de l'entendre, de l'imaginer et évidemment de le filmer. On a affaire à des jeunes femmes, des femmes et des enfants qui sont brisés par leur expérience dans ce coin, je dirais abandonné un petit peu du monde et par la communauté internationale. Oui. Alors vous avez été évidemment dans cette zone qui est une zone de combat, de conflit. Est-ce qu'on sent la présence de Daesh, de l'État islamique dans ce Kurdistan irakien également? Oui, alors écoutez, moi j'ai fait Tel Aviv, Amman, Erbil, donc qui va être la capitale du Kurdistan irakien. Et de Erbil, on s'est rendu donc du côté de Duhok, au nord-ouest du Kurdistan irakien. Et de là-bas, nous sommes partis, nous avons accompagné, on ne peut pas tout raconter en 3 minutes, il y aura un plus long reportage sur mon séjour passé là-bas, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, quand on s'est rendu dans les régions, quand on sort de la ville de Duhok et qu'on s'approche forcément de la frontière, de la ligne de front de cette guerre contre Daesh, eh ben, on n'est pas rassuré et effectivement chaque voiture que l'on va croiser est susceptible d'être une de Daesh, de l'État islamique, avec des combattants à l'intérieur. Et effectivement, on a une expérience qui s'est bien terminée à la fin, mais notre chauffeur, qui était aussi un combattant peshmerga d'une unité d'élite, a dû charger son kalachnikov en pensant qu'effectivement on allait croiser des hommes de Daesh. Donc là, la mort évidemment qui peut être au rendez-vous à chaque détour d'une route. Merci Maël Benoyel, vous restez avec nous parce qu'on est justement maintenant en lien avec le Canada, avec Montréal, où vit Steve Maman, qui est donc cet homme d'affaires qui a mis en place ce réseau. Bonsoir, bonjour d'ailleurs Steve Maman, puisqu'il y a un décalage horaire forcément avec le Canada. Vous avez donc fondé cette association. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a amené à vous préoccuper du sort de ces femmes et de ces enfants yézidis depuis le Canada? Merci. Je vais vous dire que à la base, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, ce qu'a vécu le peuple juif dans l'Holocauste de 39 à 45, où le monde entier savait ce que le peuple juif était en train de vivre, et malgré ça a pris 6 ans avant que le monde réagisse. Ça a coûté 6 millions de vies qui sont passées à travers les camps, à travers des exécutions, et ça a été finalement le génocide le pire de l'histoire humaine. Donc je me suis dit, voilà notre génocide qui est en train de se créer aujourd'hui. J'ai potentiellement entre les mains la chance, avec le prêtre Canon Andrew White, de faire une différence en utilisant sa structure qu'il avait sur le terrain. Et à travers cela, on a réalisé qu'on serait capable de faire une différence, d'aider les gens qui étaient retenus à l'intérieur du califat. Alors ce qui fait qu'on vous a surnommé le Schindler juif, c'est que c'est un peu le même procédé. Schindler achetait les juifs aux nazis, vous achetez, vraiment c'est le mot, ces femmes et ces enfants à l'État islamique? Non, pas du tout. D'abord, Oscar Schindler, lui, n'a rien à voir à faire avec Steve Maman. Oscar Schindler, c'est un autre niveau, c'est une autre planète au niveau mérite. Donc, je vais vous dire, j'apprécie pas beaucoup quand on utilise mon nom en relation au sien. Ça se compare pas. C'est un héros. Il a été nommé au niveau des righteous of this world. Je ne suis pas là. Et en ce qui concerne la question du rachat, pas du tout. On n'a aucune transaction qui se fait avec Daesh. On n'a aucune communication avec Daesh, aucun paiement envers Daesh, ni par intermédiaire. Nous avons notre équipe sur le terrain, l'équipe CYCI, qui est regroupée de gens de très bon calibre, des ex-employés de l'ambassade américaine, des ex-employés du gouvernement irakien, etc. Et eux ont pris contact avec leurs contreparties à l'intérieur finalement de Mossoul, et à travers des négociations, ils sont capables d'aller et faire relâcher ces enfants-là. Quand je dis qu'on paye de 2 à 3 000 $ pour les relâches de ces enfants, c'est pour les frais qui sont encourus du côté de notre équipe à nous, pour les sécurités, les voitures qui sont par balles, etc. Mais de l'autre côté aussi pour l'équipe qui travaille à l'intérieur du califat. Eux aussi ont des besoins de sécurité, donc voilà.
Donc vous dites aujourd'hui que vous ne payez rien à l'État islamique parce qu'on vous a accusé finalement de financer indirectement l'organisation État islamique en payant finalement pour les vies de ces femmes et de ces enfants. Vous nous dites que vous ne payez pas d'argent. Non, il n'y a aucun argent qui est payé de chez nous ou de chez nos agents vers l'État islamique, pas du tout. Il y a beaucoup d'accusations aujourd'hui dans certains médias en tout cas qui vous visent directement, vous accusant de vous mettre en avant. Est-ce que vous avez l'impression justement que vous auriez mieux fait de rester dans l'ombre finalement et de ne pas faire connaître votre action? Est-ce que ça vous cause du préjudice aujourd'hui? Je vais vous dire, d'abord à la base, si je n'avais pas rendu l'événement un événement public, je n'aurais jamais pu ramasser les fonds qu'on a ramassés jusqu'à date. J'avais fait cette mission depuis 8 mois tout seul avec mon épouse où on s'était dit qu'on allait aider des chrétiens et des yazidis et on a fait sortir des chrétiens qu'on a emmenés de l'Irak vers Ankara et qui seront réacheminés vers le Canada si Dieu veut. Et ensuite, on a aussi travaillé avec les déroulages d'enfants à travers les équipes qu'on a sur le terrain avec le prêtre Canon Andrew White et ses contacts à lui et ses équipes. Maintenant, faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, si on n'agit pas, il n'y a personne qui est en train d'agir. Donc, les critiques, pour l'instant, eux, sont spectateurs à ce qui se passe sur le terrain, tandis que moi, je suis en train d'agir. Je suis très confortable au niveau légal, parce que les dossiers ont été étudiés par des gens qui sont capables de le faire, et au niveau de la légalité de ce qu'on est en train de faire, croyez-moi, je me tiens à l'aise. Par contre, sur le terrain, on a trouvé une opposition farouche par des groupes qui ont, eux, aujourd'hui, publié une lettre qui n'est pas supportée. Ce document que vous faites référence, cette opposition-là, c'est une lettre qui a été émise par une personne des États-Unis qui n'a aucun contact, aucune relation quelconque avec le gouvernement du Kurdistan. Je vais même vous dire que le ministre Nouri, qui travaille dans les bureaux du président du Kurdistan avec qui j'ai parlé cet après-midi, m'a confirmé de ne pas répondre et d'envoyer aucune réponse aux gens de cette liste qu'il a déjà en main. Il veut que ce soit donné directement au président ou au premier ministre de l'Irak. Ils disent que les gens sur cette liste n'ont aucun pouvoir de demander une telle chose. Donc vous pourrez contacter vous-même le ministre Nouri. J'ai ses coordonnées. Voilà. Steve Maman, combien de personnes vous avez sorties des griffes de l'État islamique? Est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui? Oui, on est rendu à 130 jusqu'à présent, et si tout se passe bien, on aura 8 personnes demain, qui sont le résiduel d'une famille dans laquelle on a sorti les deux petits-enfants jeudi dernier. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de limite finalement à votre action aujourd'hui? Parce que vous vous êtes fixé un chiffre. Il y a énormément de femmes et d'enfants qui sont dans cette situation, malheureusement aujourd'hui, c'est peut-être même difficile à chiffrer. Vous avez fixé une limite? Regardez, non. Ça veut dire, oui, j'ai fixé une limite. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est 613, qui correspond aux 613 bonnes actions de la Torah. C'est symbolique pour moi, ça me donne un but. Ça me donne un but à gravir. Mais bon, c'est évident que je ne pourrai faire uniquement que par rapport à ce que je vais pouvoir ramasser comme fonds à travers le monde entier, pour les gens qui croient à cette cause, c'est tout. Merci Steve Maman, merci beaucoup d'avoir témoigné en direct depuis le Canada, donc à propos de cette action qu'on a vue donc dans ce reportage et dont vous êtes l'initiateur grâce à votre association. Merci à vous d'avoir été en direct depuis Montréal. Maël Benoliel, ce qu'a dit donc Steve Maman, vous l'avez constaté vous sur le terrain. Oui, pas de contact avec l'État islamique. Non, pas du tout. Steve l'a très bien expliqué. J'ai moi-même donc rencontré des membres de son équipe pendant mon séjour, et c'est vrai qu'on a affaire à des hommes sérieux, de confiance, qui savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et moi, mes impressions du petit reporter, du petit journaliste que je suis, s'avèrent être, je pense, aller en tout cas dans le sens de ce qu'affirme Steve. J'ai pu constater de mes propres yeux ça au Kurdistan. Et vous avez vu en plus ces femmes et ces enfants sortis de l'enfer qu'a représenté l'État islamique. Merci Maël Benoliel. On va voir un reportage, vous le disiez tout à l'heure, on va dire très long, une version très longue de votre reportage dans ce Kurdistan irakien, 16 minutes dans l'émission reportage de Stéphane Calvo, très bientôt. Il va falloir juste me laisser quelques jours pour le préparer par contre celui-là. Voilà, mais on verra donc l'intégralité avec d'autres témoignages exclusifs que vous avez recueillis sur
sur place à l'occasion donc de ce reportage dans le Kurdistan irakien sur les traces donc de ce Steve Maman et de son organisation qui permet donc à des femmes et à des enfants yazidis de recouvrer la liberté après avoir été donc pris en otage par les djihadistes de l'État islamique. Merci à vous, Maël Benoliel. Bravo donc pour ce reportage parce que c'est une zone où évidemment très peu se risquent aujourd'hui en raison de la présence de Daesh et eh bien on verra donc ce reportage dans l'émission reportage de lundi prochain. Merci à vous. Dans un instant, eh bien un nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera avec Sarah Gaudron. Bonne soirée.